Bonjour, bienvenue à ce premier épisode d'une série d'entretiens intitulée Notre avenir politique, réalisé pour le compte du collectif Option Québec. Nous avons l'honneur aujourd'hui de nous entretenir avec Jacques Beauchemin. Vous étiez jusqu'à tout récemment professeur de sociologie à l'UQAM. Vous êtes l'un des intellectuels incontournables pour penser la condition québécoise au 21e siècle et les enjeux du nationalisme à notre époque. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages importants, dont L'histoire en trop, la mauvaise conscience des souverainistes québécois, La société des identités, La souveraineté en héritage et votre plus récent ouvrage, Une démission tranquille, La dépolitisation de l'identité québécoise, dans laquelle vous estimez que le Québec traverse une période de démission tranquille. J'aimerais vous demander, pour commencer, de quoi démissionnent les Québécois? Les Québécois démissionnent de ce qui est constitué pour eux depuis 1960 un grand rêve. Et ce grand rêve, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement celui de s'ériger en sujet d'eux-mêmes, en sujet politique. C'est-à-dire une collectivité qui prend son destin à bras le corps et qui ne se contente plus de préserver un certain nombre d'acquis culturels, par exemple, mais qui veut dépasser cette posture-là pour s'avancer dans l'histoire, pour se projeter dans l'avenir, pour porter un projet puissant, qui est évidemment celui de l'indépendance du Québec. La démission dont je parle dans ce livre-là porte essentiellement sur cette question fondamentale. Les Québécois d'aujourd'hui, c'est du moins la thèse que je soutiens dans ce livre, sont engagés dans une espèce de dynamique régressive, si on veut. Une espèce de retour en arrière où ils retrouvent ce qui a toujours été présent de toute façon, mais la culture franco-québécoise, un peu comme un patrimoine à protéger, mais cette culture-là qui sera en quelque sorte délestée du projet politique que la Révolution tranquille lui avait en quelque sorte assigné. La démission, elle porte essentiellement sur cette espèce de posture en vertu de laquelle la collectivité québécoise, le sujet québécois ne se représente plus comme acteur historique, si on veut. Il se représente comme étant posé dans l'histoire, déposé là, et invité à adopter une posture essentiellement défensive qui consiste à préserver les acquis. On parlera peut-être de la CAQ plus tard, mais le gouvernement de la CAQ, essentiellement, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il propose aux Québécois, préserver un certain nombre d'acquis, consolider. Alors on dira pourquoi pas. Mais cette posture-là n'est pas une posture politique très forte. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas de projet d'émancipation. Alors si on voulait dire en quelques mots, on dirait que la démission dont il est question, c'est une démission par rapport à ce grand rêve des années 60, qui a fait son chemin jusqu'à nous. Et c'est une démission par rapport à l'idée même de porter un idéal qui dépasse l'actuel, qui soit autre chose que la pleine assomption du présent, qui soit autre chose que la consolidation d'un certain nombre de singularités culturelles auxquelles nous tenons, évidemment, mais qui risquent de s'étioler, de s'éroder si nous renonçons en même temps à devenir les sujets de nous-mêmes, c'est-à-dire un sujet politique. Et pourquoi la qualifiez-vous de tranquille, cette démission? Elle est tranquille parce que son action se déploie de manière largement inconsciente. Les Québécois aujourd'hui ne font pas le choix conscient, arrêté et volontaire de démissionner. Ils ont l'impression, au contraire même, d'avancer, de défendre la langue française, de défendre la culture. Ils entretiennent un idéal de laïcité qu'ils mettent de l'avant. Et donc, pour eux, il n'y a pas de démission, alors qu'en réalité, il y a dans cette posture-là quelque chose d'essentiellement défensif. Une posture qui vise, au fond, à défendre le fort, à le protéger, mais sans que cela soit dynamisé par un idéal d'émancipation. Il y a une grande différence entre préserver
des acquis culturels comme la langue française et se fonder sur elle pour projeter la collectivité dans l'avenir, dans un projet plus grand que la simple préservation de ces singularités culturelles. Dans le contexte où, pendant les 15 premières années du 21e siècle, il n'y a pas eu, comment dire, de leader nationaliste au pouvoir, est-ce qu'on peut dire aussi que la démission s'est jetée en quelque sorte dans la conscience collective et qu'il y a un certain effort politique parce qu'on se rend compte que l'horizon politique est bouché parce qu'il y a un régime, celui du Canada, qui empêche justement de cette identité-là de devenir autre chose? Y a-t-il pas quelque chose tout de même de politique dans le fait de vouloir conserver des acquis dans une situation qui est défavorable? Oui, bien effectivement, votre question est intéressante. Elle nous oblige à définir un peu ce qu'il faut entendre par politique. Oui. Jusqu'à un certain point, dans les sociétés modernes comme la nôtre, le politique est en quelque sorte partout. Donc, tout est politique jusqu'à un certain point. Et effectivement, la notion, elle appelle quelques précisions. Quand on défend la langue française à travers la loi 96, par exemple, bien, on pose un acte politique. Oui. Quand on propose une loi qui définit la laïcité des institutions québécoises, bien, on pose un acte politique. Mais c'est un acte politique qui s'inscrit sur une scène, sur une scène politique. C'est-à-dire que ce sont des lois qui sont largement pensées de manière défensive, de manière à conserver au Québec sa place dans un espace canadien duquel il se sent pas toujours solidaire, où il fait l'expérience d'une différence. Alors, ces lois-là, il ne s'agit pas de les diminuer ou de les dénigrer, bien au contraire, se déploient sur une scène politique. Mais le politique au sens fort du terme, avec un P majuscule, le politique, c'est quelque chose qui est de l'ordre du projectif, qui est de l'ordre du projet, qui est de l'ordre de l'auto-prise en charge de soi, qui est de l'ordre d'une représentation de soi qui pose la collectivité comme acteur historique, conscient, volontaire, en quête d'un destin. Tous ces mots qui sont un peu démodés aujourd'hui, mais qui pourtant devraient conserver toute leur actualité. Le politique au sens le plus fort du terme, c'est celui-là. C'est pas celui qui se déploie dans la joute politique, dans le rapport de force, même si tout cela fait partie de la vie, puis il n'est pas question d'en faire abstraction. On ne dira pas au gouvernement, par exemple, ne défendez pas les singularités culturelles québécoises parce que ça se déploie sur une scène, c'est un théâtre politique. On ne dira pas ça, parce que ce sont des choses importantes. Mais ces choses-là, ces lois-là, peuvent parfaitement se déployer dans un espace dépolitisé. C'est paradoxal ce que je dis. C'est-à-dire que la dépolitisation, c'est précisément cette renonciation à l'auto-représentation de soi comme sujet. C'est ça la dépolitisation, la démission. Je suis dans la réalité, dans le présent, j'agis de manière rationnelle, de manière défensive, je protège mes acquis, ce qui n'est pas rien, mais en même temps, j'ai envie de dire, je le fais jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux faire au bout du compte du monde dans lequel je suis? Qu'est-ce que je porte pour le Québec pendant que je défends la langue française, par exemple? Bien, les Québécois d'aujourd'hui sont plus capables de répondre à cette question-là. D'où la démission que j'évoquais, d'où une espèce de dépolitisation de l'identité québécoise. Nous défendons quelque chose d'important comme la langue française, mais, vous voyez, c'est comme, pour prendre un langage plus guerrier, c'est comme de protéger le fort. C'est protéger des acquis, ériger des défenses. C'est pas rien, ça. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire ça. Mais il y a là-dedans une posture qui est très, très loin de celle des années 60, qui était, elle, au contraire, caractérisée par une grande volonté d'émancipation, qui allait bien au-delà de la protection
du patrimoine culturel franco-québécois. On n'a qu'à écouter la chanson québécoise des années 60, par exemple, celle qui vient au monde, c'est pas un hasard, hein? Elle vient au monde après 60. Qu'est-ce qu'elle porte comme message? Bien, d'abord, elle traduit cette culture québécoise, mais surtout, elle la met en avant comme une espèce de vecteur de lutte, hein, de chant de lutte. Hein, on pense à Félix Leclerc, on pense à Claude Gauthier, à tant d'autres qui vont chanter le pays, mais pas seulement dans la contemplation du passé, qui vont chanter le pays comme quelque chose à faire, comme œuvre à réaliser. Et donc, dans la perspective de l'émancipation. Et c'est peut-être de cela qu'on s'éloigne aujourd'hui. Bien, c'est ce que j'ai envie de vous demander. Reste-t-il quelque chose de cet élan émancipateur de la Révolution tranquille dans notre société actuelle? Bien, c'est un grand paradoxe. Hein? La Révolution tranquille, elle a permis de réaliser un certain nombre d'acquis considérables. Le Québec d'aujourd'hui n'est plus le Québec de 1960. Les Franco-Québécois qui étaient assoiffés d'émancipation en 60, à tout point de vue, culturel, économique, politique, ces Québécois-là ont fait un bon bout de chemin depuis ce temps-là. Ils ont même caressé, à la fin des années 70, le rêve de l'indépendance politique du Québec, qui est quand même quelque chose de vertigineux quand on y pense. Hein? Le référendum, là, c'est 20 ans après le début de la Révolution tranquille. C'est vertigineux. Évidemment, ça s'est soldé par une défaite, mais le seul fait qu'on l'ait envisagé, qu'on ait fait ce référendum-là, est quelque chose d'extraordinaire. Ça montrait la vigueur de cet élan d'émancipation. J'ai parlé d'un paradoxe. Quel est ce paradoxe? C'est que, chemin faisant, un premier référendum perdant, les années 80, 90, un deuxième référendum, perdant lui aussi, mais de peu. Pendant ce temps-là, le Québec, tel qu'on le connaît aujourd'hui, se faisait tant bien que mal. Pensez qu'aujourd'hui, le Québec a le taux de chômage le plus bas au Canada. Pensez qu'aujourd'hui, le Québec est la province la plus, dynamique sur le plan économique au Canada. Que l'économie québécoise est plus diversifiée que celle de l'Ontario, par exemple, qui a toujours été notre grand modèle. Pensez à tout ça. Au Québec, là, il s'est bâti, tant bien que mal, en même temps qu'on était aux prises avec nos tourments politiques. Il s'est bâti une société dont les Québécois sont aujourd'hui mollement, mais quand même, plutôt fiers, pas plutôt contents. Et c'est ça le paradoxe de la Révolution tranquille. C'est un élan émancipateur qui aurait pu déboucher sur l'indépendance politique du Québec, mais qui ne l'a pas fait et qui a vu s'éroder, chemin faisant, les raisons fortes pour lesquelles il fallait faire la souveraineté du Québec. Alors, on est en 2022, les gens regardent le Québec, considèrent leur situation personnelle, constatent que, ma foi, les choses ne vont pas si mal, que la société est plutôt... c'est une belle société, le Québec. Hein? C'est une société paisible, organisée, relativement solidaire par rapport à d'autres, en tout cas. Bref, les choses ne vont pas si mal. Et l'idée de faire de ce Québec une nation indépendante est devenue avec le temps, plus ou moins, a perdu en pertinence. C'est pas parce que les Québécois se sont retournés contre le Québec ou même contre l'idée d'indépendance. C'est qu'ils ont démissionné. C'est-à-dire qu'ils ont fini par intégrer le fait que tout ça est peut-être pas si nécessaire. Qu'on peut vivre dans le Canada, même si les Québécois d'aujourd'hui, j'en suis fermement convaincu, n'ont rien à faire du Canada. N'ont rien à voir avec lui. Ils sont même plus agressifs vis-à-vis du Canada. On le voit qu'avec le Québec bashing, là, les Québécois ont des sautes d'humeur, mais généralement, ils passent à autre chose. Les Québécois ne se représentent pas plus comme Canadiens aujourd'hui qu'il y a 60 ans, même moins. Mais, donc, il n'y a pas d'attachement au Canada.
Mais on est inscrit par la force des choses dans l'espace politique canadien. On est une province du Canada. Les choses ne vont pas si mal. Alors, on ne va pas célébrer le Canada, mais on ne va pas non plus vouloir s'en séparer nécessairement. Donc, il y a une espèce d'indifférence molle vis-à-vis du destin canadien du Québec. Hein. Les gens disent, bon, moi, je ne me représente pas comme Canadien, pas du tout. C'est un pays qui n'est pas le mien. Mais ça ne me dérange pas de continuer d'y être inscrit sur le plan politique. Ça ne me dérange pas plus que ça. Le Québec indépendant, hein, il y a beaucoup de gens là, qui vont vous dire pourquoi pas, mais qui ne feront pas un pas de plus que ce pourquoi pas. Hein? C'est-à-dire, au fond, les choses ne vont pas si mal. C'est une vaste question, mais cette ambivalence-là identitaire, cette ambivalence-là face au régime, elle a des racines historiques profondes, mais dans sa réalité actuelle, comment l'expliquez-vous? Comment on peut ne pas être attaché au Canada à ce point sans vouloir une réalité, s'engager dans une réalité politique plus grande? Comment est-ce possible? Bien, il y a plusieurs raisons hein, pour lesquelles les Québécois ont peu à peu déserté ce grand idéal qui était le leur, sans pour autant s'inscrire dans l'espace canadien, en tout cas s'y inscrire de manière volontaire et dans l'honneur et l'enthousiasme. Il y a des raisons d'abord, je dirais, sociologiques au sens fort du terme. C'est-à-dire que les sociétés modernes comme le Québec aujourd'hui sont des sociétés qui se sont transformées considérablement depuis une cinquantaine d'années. Le Québec aujourd'hui, c'est une société des identités. C'est une société qui se représente comme étant la rencontre d'un ensemble de regroupements à fondement identitaire. Aujourd'hui, là, parler des Québécois de manière générale, pour plusieurs, ça ne veut plus dire grand-chose parce que ce qui compte, au fond, c'est mon groupe d'appartenance. Il y a un nous les femmes, il y a un nous les jeunes, il y a un nous les régions, il y a un nous les minorités racisées, il y a un nous les autochtones, les nations autochtones, il y a beaucoup, beaucoup de nous. Hein. Ce sont des sociétés qui sont devenues très plurielles, très multiculturelles au sens théorique du terme, là, au sens large du terme, et qui se représentent en conséquence de moins en moins sous la figure d'un sujet politique rassembleur qui parlerait au nom du nous, justement. Au contraire, ce nous national, qui a été longtemps notre pain et notre beurre, aujourd'hui est suspecté de tous les maux. Ah, mais est-ce que c'est pas une façon de faire taire? Est-ce que c'est pas une façon de réduire au silence tous ces groupes qui se sont avancés et affirmés dans l'espace politique au nom de leur identité propre? Est-ce qu'un Québécois, c'est comme une Québécoise? Est-ce qu'un jeune Québécois, c'est comme un vieux Québécois? On dit, non, c'est pas la même réalité. Bon, voyons un peu. Ça, c'est le Québec, mais c'est toutes les sociétés modernes avancées. Sauf que au Québec, ça produit des effets particuliers. Étant donné que le Québec, c'est une petite nation non souveraine, cette dynamique sociopolitique qui traverse toutes les sociétés a des effets délétères au Québec. En tout cas, des effets délétères du point de vue du nous national. Puisque ce nous national a de la difficulté maintenant à parler de manière légitime. Le Québec aux Québécois, là, c'est un slogan qu'on a scandé durant des années, dans les années 70. Scandez-le aujourd'hui, dans la rue, le Québec aux Québécois. Vous allez vous faire dire qui est Québécois. Qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu dire le Québec aux Canadiens français? Non? Tu veux dire quoi? Parce que moi, je suis d'abord quelqu'un qui se réclame de telle ou telle identité avant de me réclamer de l'identité québécoise. Donc, tu parles au nom de qui quand tu dis le Québec aux Québécois? Vous voyez, c'est des questions qu'on ne se posait pas il y a 40 ans. Tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. Hein? Aujourd'hui, c'est un slogan qui ne se porte plus.
Parce que les sociétés ont changé profondément et je dirais durablement. On peut faire la prédiction suivante. On peut dire que la revendication proprement nationaliste aura de plus en plus de peine à s'exprimer. Parce que, justement, les sociétés se reconnaissent non plus dans leur unité nationale, mais dans leur aspect composite. Ça a l'air un peu suspect de parler de manière générale aujourd'hui. Ah, les Québécois veulent ça. Oui, mais tu dis ça, mais qu'est-ce que c'est qu'un Québécois? Qui es-tu pour parler au nom des Québécois? Voyons un petit peu. Quand François Legault termine un discours au sujet de la loi 21, ça lui a été très, très reproché. Il dit, au Québec, c'est comme ça qu'on vit. On s'abat sur lui. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Legault, c'est comme ça que toi, tu vis au Québec. Et pourquoi tu parles au nom de tous les Québécois? Il y a beaucoup de Québécois qui ne sont pas d'accord avec la loi 21. Voyons un petit peu. Avant, on aurait dit, c'est normal, c'est le chef de l'État, c'est le gouvernement, c'est la loi. Aujourd'hui, on dit, attends un petit peu, là. Prétendre qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit, prétendre parler, autrement dit, au nom de tous, c'est très prétentieux. Et puis, c'est illégitime. Attends, tu ne m'as pas consulté. Tu ne m'as pas demandé si moi, je voulais vivre comme ça au Québec. Alors, voyons un peu. Et ça témoigne d'une transformation sociétale fondamentale qui fait en sorte que le nationalisme québécois aujourd'hui est plus difficile à défendre, à animer. Et les Québécois eux-mêmes cherchent quelquefois sa pertinence dans ce monde qui a changé. Alors ça, c'est une détermination proprement sociologique qui est très puissante et qu'on ne peut pas sous-estimer et dont on ne peut pas non plus espérer l'extinction. On ne peut pas penser que les choses vont changer dans l'autre sens. On va revenir au bon vieux temps des nations avec des N majuscules. Ça n'arrivera pas. Autrement dit, le nationalisme québécois, ou plutôt l'indépendantisme québécois, il va devoir se frayer un chemin à travers un certain nombre d'embûches sociétales. Il va devoir se frayer un chemin à travers ces dispositions sociétales nouvelles qui s'expriment dans cette espèce d'ouverture à la pluralité. Alors, c'est important de le dire, il ne s'agit pas de condamner cette ouverture à la pluralité. Il ne s'agit pas de condamner les minorités, quelles qu'elles soient, parce qu'elles empêcheraient au nous national de s'exprimer de manière aussi désinvolte qu'ils le faisaient jadis. Non. Il y a un progrès de société important dans l'ouverture aux minorités ou aux groupes sociaux dont je parle. Mais sur le plan sociologique, on peut quand même, ou on doit constater que cette transformation du projet éthico-politique des sociétés vis-à-vis de la diversité et de la pluralité viennent un petit peu s'aborder les efforts de construction d'un nous national. Et dans le cas du Québec, évidemment, ces effets-là sont plus manifestes ailleurs. Les États-Unis, par exemple, on le voit bien, forment une société extrêmement divisée, à la limite de la pathologie, malheureusement. C'est une société traversée par la dynamique identitaire dont je parle, puissamment. Mais les États-Unis ont l'immense avantage sur nous, Québécois, d'avoir fait leur indépendance politique il y a très longtemps. Le nous national américain, il existe. Il préexiste. Il est là. Il est lui aussi mis au défi par cette pluralité identitaire américaine. Oui, mais il existe. Il s'incarne dans des institutions, dans un État. Et jusqu'à un certain point, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indiscutable. Ça existe, nous, les Américains. Personne ne va dire, ouais, mais nous, les Américains, êtes-vous vraiment une nation? La société est divisée, mais elle est sur la base de la préexistence d'un nous. Alors que le Québec est divisé, moins heureusement que la société américaine,
Mais il n'y a pas de nous préexistant. Il n'y a pas de nous politique préexistant. Donc, quand je dis que le nationalisme ou l'indépendantisme québécois va devoir se frayer un chemin à travers cette dynamique sociétale qui joue contre cette idée, Oui. ben, on est en face d'une détermination lourde. Vous parlez, dans votre dernier livre, il est question d'un retour au Canada français. Et vous venez de dire que le mouvement nationaliste va devoir se frayer un chemin à travers des embûches pour retrouver une forme d'affirmation nationale. Se pourrait-il que ce retour-là au Canada français soit une volonté de s'enraciner dans la mémoire longue du peuple québécois, c'est-à-dire la trajectoire qui part de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui? La question du rapport au Canada français, du rapport du Québec d'aujourd'hui au Canada français, est une question qui est très complexe. Pourquoi? Parce que, à certains égards, le nationalisme québécois d'aujourd'hui a besoin de retrouver les sources du Canada français. Ce nationalisme-là n'a pas de sens sans pouvoir se référer à une histoire très longue qui est celle que vous évoquez, de la Nouvelle-France à nos jours. C'est une histoire faite d'implantation difficile, qui est faite de domination, de survivance et plus tard de projets d'émancipation. C'est une histoire longue. Et le fil de cette histoire longue, il faut l'avoir en tête, il faut le conserver, il faut le cultiver de manière à pouvoir alimenter le nationalisme d'aujourd'hui à partir de toutes ces, non seulement de ces luttes du passé, mais de ces attitudes qui se sont progressivement développées, d'une culture particulière qui s'est bâtie dans la domination, dans la pauvreté, dans la marginalisation, dans une volonté farouche de survivance, malgré tout. Il y a toute une culture qui s'est fabriquée là-dedans et dont nous sommes les héritiers. Les Québécois d'aujourd'hui, à certains égards, n'ont pas grand-chose à voir avec ce passé-là, au sens où, moi, la vocation agricole, moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, mais à part ça, là, moi, je me sens assez loin de ce passé-là. En même temps, c'est le mien. Alors, il faut retrouver cette espèce de fil conducteur. Donc, la question du rapport du Québec d'aujourd'hui au Canada français est vitale du point de vue du projet national d'aujourd'hui. En même temps, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut retrouver du monde canadien-français? Est-ce qu'on veut retrouver la prééminence de l'Église catholique? Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'on a un sentiment de perte quand on pense à la vocation agricole, au ruralisme canadien-français? Est-ce qu'on s'ennuie du bon vieux temps ou des familles de 15 enfants? Est-ce qu'on s'ennuie de tout ça, là? Est-ce qu'on veut retourner à ça? Bien, la réponse est évidemment non. On ne veut pas retourner à ce Canada français. Autrement dit, quand je dis que c'est un rapport complexe, c'est-à-dire que c'est un rapport qui se joue sur plusieurs registres. Celui de la mémoire est fondamental. Mais quand on parle du monde canadien-français, on fait souvent l'erreur de penser qu'en l'évoquant, on en souhaite le retour. Alors que la question n'est pas du tout là. Personne ne voudrait retourner. C'est une réconciliation. C'est une réconciliation avec cette mémoire-là, avec ce que nous fûmes dans le passé et qui explique en partie l'endroit où nous sommes maintenant. Si un jour je vis assez vieux pour voir l'indépendance politique du Québec, je serais traversé d'une émotion particulière. J'aurais l'impression de réaliser dans ce projet politique quelque chose qui était déjà présent chez mes ancêtres canadiens-français. Pas parce qu'eux, ils étaient indépendantistes, ils ne l'étaient pas. Le projet n'existait pas. Mais il y avait dans leur attitude, dans leur quotidien, dans leur volonté opiniâtre de continuer, il y avait quelque chose déjà en gestation. Il y avait déjà quelque chose qui nous préparait à ce devenir
hypothétique dont je parle, c'est-à-dire l'indépendance politique du Québec. Le jour où on la fera pour nous, Québécois contemporains, on la fera pour eux aussi. On la fera pour achever quelque chose de leur projet plus ou moins conscient, de leur volonté plus ou moins claire de perdurer. Le monde canadien-français est traversé de la volonté de durer, qui a pris plusieurs formes. Eh bien, l'indépendance politique du Québec aujourd'hui, demain, ce serait la concrétisation de ce vieux désir de durer. En ce sens-là, la mémoire canadienne-française, elle est essentielle. C'est en elle qu'on trouve des raisons fortes de faire la souveraineté, même si, évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui sont relatives au Québec d'aujourd'hui, bien sûr. Mais on ne peut pas se priver de cette mémoire-là. Alors, il ne faut pas, je l'ai dit, en même temps, faire l'erreur d'appeler de nos voeux la résurrection de ce monde-là. De toute façon, ce retour-là est sociologiquement impossible, même si on le voulait. Mais ce sera une drôle d'idée, hein, de souhaiter le retour à cette vieille culture-là. Ce serait une drôle d'idée. Mais sans souhaiter un retour, est-ce qu'on peut souhaiter qu'on puisse enfin reconnaître que la Révolution tranquille, c'est en quelque sorte fondé sur un mythe historique, c'est-à-dire la fin de la Grande Noirceur et sur une métamorphose identitaire, au sens où le Canadien français est devenu québécois. Et donc, de fonder un projet politique ou un cycle politique comme la Révolution tranquille sur un mythe historique, la fin de la Grande Noirceur, et sur l'avènement d'un nouvel être québécois, est-ce qu'il n'y a pas là aussi comme l'origine d'une confusion identitaire? Bien, ça aussi, c'est une question complexe. Hein? C'est-à-dire que la Révolution tranquille, le passage de Canadiens français à Québécois sur le plan identitaire, nécessitait d'une certaine façon le rejet du vieux monde canadien-français. Pour que le Québécois nouveau advienne, après 1960, il fallait une critique radicale du vieux Canadien-français, dont on découvrait tout à coup l'arriération, le traditionnalisme, le conservatisme. On voulait se séparer, se couper de tout ça. Alors, jusqu'à un certain point, cette critique-là était presque inévitable. Ça aurait été très difficile en 1960, au moment où s'ouvre la Révolution tranquille, de concevoir le projet d'émancipation qui naissait à ce moment-là comme la suite naturelle du monde canadien-français. C'est maintenant qu'on peut reconstruire cette mémoire-là, mais à l'époque, on ne pouvait pas vraiment le faire. Il fallait faire instituer un procès au passé. Alors, on l'a fait, et puis on l'a fait un peu trop fort. On est allé fort. On est allé tellement fort, Fernand Dumont l'a vu peut-être le premier, on est allé tellement fort que cette critique du monde que l'on quittait et dans lequel on ne voyait plus que retard et arriération, a tué la mémoire canadienne-française pour un temps, en tout cas. On ne savait plus quoi faire de cette mémoire-là. Tant et si bien que les Québécois d'après 60 en sont venus à concevoir l'histoire du Québec comme l'histoire de 1960 en montant. En disant, au fond, avant, c'était un genre de préhistoire, malheureuse, honteuse un peu, hein? Un peuple sans culture ni littérature, disait Durham en 1839. Mais c'est un peuple qui était, de toute manière, concrètement pauvre, sur tous les plans. Alors, on a développé un genre de honte, de rejet, puis en même temps qu'on célébrait le Québécois nouveau, qui, lui, était plus instruit, plus intelligent, plus ambitieux. Lui qui s'apprêtait à reconquérir l'économie du Québec, pour la redonner aux francophones. Lui dont les chansonniers chantaient les lendemains lumineux. Il fallait faire ce procès-là. Mais en même temps, il s'est trouvé qu'en 1970, Fernand Dumont écrit en parlant de la crise d'octobre, Fernand Dumont dit que c'est l'expression d'une société qui avait perdu sa gouverne. C'est-à-dire que
la société avait en quelque sorte perdu la mémoire de l'endroit d'où elle arrivait. Et puis, il y a une espèce de dérive, c'est du moins l'analyse de Dumont, il y a une espèce de dérive qui fait en sorte que tout devient possible, y compris un terrorisme à la québécoise, tel qu'on l'a vu se déployer en 1970. Alors évidemment, donc la critique du monde canadien-français, on peut dire qu'elle est allée trop loin. Elle nous a privés de quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, du haut de l'histoire, maintenant que les tourments des années 60 sont apaisés, ou que la vigueur des volontés émancipatrices est atténuée, mais maintenant la question se pose au fond, nous, Québécois, d'où venons-nous et qu'est-ce qu'on doit au passé? Est-ce qu'on a une dette vis-à-vis du passé? Est-ce qu'on doit quelque chose à ceux qui se sont battus avant nous, avec leurs moyens, pas les nôtres, avec leurs moyens? Qu'est-ce qu'on peut apprendre des luttes qu'ils ont menées avec les moyens du bord? Peut-être beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette volonté jamais démentie de persistance, de perduration dans l'histoire? Toujours. Volonté toujours présente. Hein? Nous ne disparaîtrons pas. On se bat. Avec des moyens souvent dérisoires. Hein? On se bat. La loi Lavergne 1910, on veut avoir des billets de tramway bilingues. On veut recevoir des factures des services publics bilingues. Et puis, et c'est gagné. Mais du haut de l'histoire, c'est bien évidemment une victoire très modeste. Hein? C'est pas grand-chose. Mais ça traduit ce désir jamais démenti de défendre nos droits, le chanoine Gros. Avec tout ce qu'on peut y reprocher. Le chanoine Gros, il défendait les droits des Canadiens français, et puis Duplessis aussi à sa manière. C'est présent, ça. Alors, dans le Québec d'aujourd'hui, cette mémoire-là, il faut aussi la conserver, puis je dirais même la chérir. Hein? Les batailles qui ont été menées avant nous sont les nôtres. Nous, évidemment, aujourd'hui, on a d'autres enjeux à affronter. On a d'autres problèmes. On a d'autres moyens aussi. Il semble y avoir une constante dans notre histoire, c'est-à-dire celle d'une mauvaise conscience. C'est la mauvaise conscience face à l'homme canadien-français qui va amener l'homme québécois. Et depuis l'échec référendaire de 1995, depuis la déclaration de Jacques Parizeau sur l'argent et les votes ethniques, on a assisté, vous l'avez dit dans votre premier livre, à l'essor d'une autre mauvaise conscience, celle des souverainistes québécois, et qui elle-même a amené une nouvelle confusion identitaire, parce que soudainement on se rendait compte, Jacques Parizeau distinguait clairement qui était québécois et non dans son entrevue. Du moins, c'est ce que ces détracteurs ont dit. Alors, il y a comme une reconduction de ça. Et selon vous, quelle est l'origine de cette mauvaise conscience-là, celle de qui commence avec 1995? Son origine, fondamentalement, renvoie à la dynamique sociopolitique dont j'ai parlé. C'est-à-dire que depuis les années 80, la société québécoise s'est en quelque sorte pluralisée. Elle a éclaté en regroupement de diverses identités qui toutes se sont avancées sous le porte-étendard de revendications. Dès 80, le mouvement des femmes au Québec va se prononcer pour la souveraineté du Québec, en autant qu'un Québec souverain assure une meilleure place aux femmes que le Québec non souverain. Vous voyez un petit peu, il y avait déjà cette espèce de, le discours nationaliste était investi par des intérêts identitaires, pas du tout illégitimes, qui voulaient y faire leur place. Les années 90, c'est déjà ça qui est à l'œuvre très profondément. Pensez par exemple que entre 90 et 95, c'est le triomphe de quelqu'un comme Mordecai Richler, par exemple.
qui va écrire des livres, publier des articles aux États-Unis, dénonçant le nationalisme québécois. Il voyait venir le référendum de 1995 au nom de son ethnicisme. Hein? Quand Mordecai Richler se moquait de l'OQLF, la police de la langue qui mesure la hauteur des lettres avec un galon à mesurer sur l'affichage public, quand Mordecai Richler fait ça, il dénonce le caractère ethnique. Hein? Il dit aux autres, il faut se méfier d'eux. Hein? C'est une tribu. Puis comme ils sont majoritaires, bien, ils sont dangereux. Un Québec souverain, là, Dieu sait ce qu'il va réserver aux minorités. Hein? Quand ces gens-là seront au pouvoir, ça ne sera pas beau. Esther Delisle publie sa thèse de doctorat sur le chanoine gros en 1992 et elle découvre qu'il était antisémite, misogyne, raciste. Hein? Bon, évidemment, ça a été très, très critiqué parce que c'est une thèse faible, mal argumentée, mais peu importe. Gros est très peu cité, d'ailleurs. C'est ça. Et mal cité, en Mal plus. cité. Mais la question fondamentale, c'est que cette thèse-là est entendue. Et là, les Québécois intériorisent le fait que c'est vrai qu'il faut faire attention. Il ne faut pas que le nationalisme québécois soit ethnique. Il ne faut pas qu'il soit fermé. Il ne faut pas qu'il soit antisémite, ça va de soi. Mais il faut l'ouvrir, il faut l'ouvrir. Gérard Bouchard va publier en 1998 son petit livre qui a eu un impact considérable, petit livre très intéressant par ailleurs, Le Québec au futur et au passé, où Bouchard dit qu'il faut élargir le cercle de la nation. Autrement dit, on va faire un Québec souverain avec tout le monde. Hein, il propose d'intégrer les nations autochtones au grand récit québécois. Hein, il va jusqu'à dire, par exemple, les Autochtones, on devrait les considérer comme les premiers Québécois. Alors, élargir le cercle de la nation. Quand Parizeau fait son discours en 1995, son discours de défaite, pourquoi il démissionne dès le lendemain? Pourquoi ce discours est-il à ce point, entre guillemets, scandaleux? Mais c'est parce que précisément, il s'est inscrit contre l'éthos, hein, contre le discours qui était devenu dominant entre-temps, un discours de qui fait l'apologie de la pluralité et de la diversité. Et ce discours-là du nous, du vote ethnique, c'est comme si les Québécois sentaient ça comme une régression. Ah, ils nous ramènent au nous Canadiens-Français, alors que tout le Québec d'aujourd'hui, en 1995, est en train de célébrer la diversité, l'ouverture aux autres. C'était scandaleux. Alors, vous voyez, autrement dit, dès 1995, le travail était déjà fait, c'est-à-dire que le Québec s'était déjà transformé en société multiculturelle. Oui. Tant et si bien que, et c'est tellement vrai, que les souverainistes québécois, à partir de là, puis même un peu avant, j'ai dit qu'ils avaient intériorisé cette mauvaise conscience. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se demander eux-mêmes si le nationalisme québécois était légitime, si le souverainisme québécois était véritablement démocratique. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'en veulent pas de la souveraineté du Québec? Qu'est-ce qu'on réserve aux minorités au Québec? Et là, on n'était plus sûr de rien, là. Élargir le cercle de la nation, intégrer cette pluralité-là, mais pas dans le multiculturalisme canadien, ça non. Mais comment? Il faut faire attention. Il faut se méfier du pouvoir des majorités. Les garde-fous. Il faut faire attention. Alors là, il y a une mauvaise conscience. Il faut absolument montrer patte blanche. Il fallait montrer, après 1995, que le projet souverainiste était authentiquement démocratique, était ouvert à l'autre. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a poussé cette vue des choses un peu loin. Au point où, autour de 2005, au moment où éclate un petit peu plus tard la crise des accommodements raisonnables, on n'est plus capable au Québec de reconnaître la légitimité de la majorité franco-historique, la majorité historique francophone plutôt. Hein? On n'est plus capable de la reconnaître. On se dit, oui, mais là, il faut faire attention. Il n'y a pas seulement la majorité francophone au Québec. C'est une société plurinationale. Il y a les Anglo-Québécois qui se représentent comme Canadiens.
il y a les nations autochtones qui ont leur auto-représentation. Il faut faire attention, il faut faire de la place à tout le monde. Et ce qui s'est produit d'extraordinaire sur le plan sociologique, qui est très intéressant, c'est qu'on a commencé à professer un nationalisme sans majorité historique. Un nationalisme qui ne portait plus le désir de perduration d'une quelconque d'une collectivité historique majoritaire. Les mots même étaient devenus dangereux, honni. Alors évidemment, ça ne fait pas des enfants forts. Hein? On a un nationalisme qui est en train de se couper lui-même de ses raisons fortes. Parce que faire la souveraineté du Québec sans égard à la mémoire canadienne-française, sans égard au désir de durée de la majorité francophone, ben, c'est un peu curieux. On se demande pourquoi il faudrait faire la souveraineté d'un tel pays. Diriez-vous qu'avec l'élection de la CAQ en 2018, le retour des enjeux identitaires sur la place publique, ce que certains décrivent comme le renouveau du nationalisme québécois, il y aurait une sorte de rupture avec la mauvaise conscience. Et selon vous, est-ce que le nationalisme de la CAQ représente une repolitisation de l'identité québécoise? Il faudrait définir un peu ce qu'on entend par repolitisation. Est-ce que c'est le contraire de la dépolitisation? Mais que signifie au fond le nationalisme de la CAQ? Ce nationalisme-là ne correspond pas, du moins à mes yeux, à une repolitisation des enjeux culturels et identitaires québécois. Je dirais même que c'est le contraire, il s'agit d'une dépolitisation. Pourquoi? Parce que les politiques adoptées par le gouvernement québécois actuel sont des politiques essentiellement défensives, comme on l'a fait si longtemps dans notre longue histoire. Il s'agit de défendre les acquis, de sauver le fort. On se protège, on érige des murailles. Ils nous auront pas. Voici ce qu'on veut protéger, ce qu'on veut affirmer, c'est là. Touchez pas à ça, on protège ça par des lois. Puis on mobilise les Québécois autour de ces lois-là. Alors c'est très bien. Hein, il ne s'agit pas de récuser ces comportements-là, ces attitudes-là, mais ces politiques-là rappellent un petit peu celles du Québec duplessiste. Hein, c'est des politiques à fondement culturel et identitaire, mais qui sont essentiellement défensives. C'est-à-dire qu'il faut préserver les acquis. Duplessis, durant les années 50, au cours des années 50, s'en cachait pas, hein, dans ces batailles qu'il opposait constamment au gouvernement fédéral. Ce que Duplessis disait, c'est on va protéger ce qu'on est. Vous ne toucherez pas à notre Église catholique, ni à l'éducation, ni à la santé. Puis évidemment, lui s'abritait derrière les dispositions constitutionnelles de 67, en disant tout ce qu'on fait, nous, on respecte la Constitution, ça appartient aux provinces, l'éducation. Touchez pas à ça. Quand Duplessis fait ça, il s'adonne à une espèce de défense très vigoureuse des intérêts du Québec, du butin du Québec, il disait. Il fait ça. Mais on voit bien, hein, c'est une posture qui ne porte pas de projet d'affirmation. C'est une posture qui essentiellement traduit une volonté de durer dans l'histoire. Ce qui n'est pas rien, c'est pas rien du tout, mais c'est pas du tout le projet émancipateur des années 60. Alors la CAQ aujourd'hui, à certains égards, me semble renouer avec cette posture ancienne. C'est-à-dire qu'on protège la langue française. On protège une certaine conception de la laïcité à la québécoise. On fait ça, nous. Puis si la Cour suprême défait ça un jour, bien, on va se choquer. On va se fâcher parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Mais quand on a dit ça, on ne dit pas autre chose. Hein? Il n'y a pas de projet d'émancipation au bout de ça. Ce qu'il y a, c'est je défends notre singularité culturelle comme gouvernement. C'est ça qu'on fait. Donc, pour répondre à votre question, pour moi, il n'y a pas là-dedans une politisation.
pour qu'il y ait politisation de ces enjeux-là, il faudrait qu'on leur associe un projet politique. Si vous ne respectez pas ça, nous, Québécois, ben on va partir. Parce que c'est trop important pour nous. On ne veut pas seulement préserver la langue française, on veut en faire la langue du peuple québécois souverain. Alors que si on n'a pas ça, on n'est pas devant une politisation de ces enjeux-là. À ce titre, diriez-vous qu'il y a deux versants de la dépolitisation au Québec actuellement? D'un côté, le nationalisme sans l'indépendance de la CAQ et l'indépendance sans le nationalisme chez Québec solidaire, par exemple. C'est une très bonne analyse. Effectivement, j'y souscrirais. Ouais. On est en face de quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Et c'est pour ça que, par exemple, Québec solidaire, ce nationalisme, ce souverainisme sans nationalisme, ben, va absolument nulle part. Il va nulle part Ouais. parce qu'il ne signifie rien. Là. Si la souveraineté du Québec, aux yeux de la CAQ, ça veut dire l'égalité homme-femme, noble projet qu'il faut effectivement cultiver. Si l'indépendance du Québec, ça veut dire une économie durable, plus verte, ben c'est parfait, mais on ne va pas mobiliser le sentiment national sur la base de projets semblables. Autrement dit, un souverainisme sans nationalisme n'a pas beaucoup de sens. Et puis, évidemment, à l'inverse, un nationalisme sans souverainisme, à la CAQ, à la sauce CAQ, ben, se prive des mains pour agir. Hein? C'est un nationalisme sans moyen d'agir. En même temps, la CAQ vient de recruter Bernard Drainville, un ancien souverainiste convaincu. Comment interpréter ce recrutement ou cette arrivée-là de Bernard Drainville à la CAQ? C'est difficile, ça appartient à la conjoncture immédiate jusqu'à un certain point. Là-dedans, il y a le jeu des acteurs eux-mêmes. Il y a Bernard Drainville qui est, j'imagine, en quête de quelque chose qui lui appartient. La CAQ fait une affaire un petit peu compliquée. Hein? C'est-à-dire que d'un certain côté, la CAQ va redorer son blason nationaliste avec ce recrutement, en même temps qu'à mon avis, ça sème la pagaille en ses rangs. Il y a plusieurs fédéralistes caquistes qui ne vont pas accueillir Bernard Drainville avec beaucoup de sympathie, je crois. Alors, il y a le jeu des acteurs. Hein, qui fait quoi? Pourquoi? Est-ce que ça apporte une signification plus importante, plus grande que cela? Je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse lire dans ce recrutement-là une volonté d'infléchir le nationalisme de la CAQ vers quelque chose de plus engagé, de plus, disons, de plus volontaire. Je ne crois pas. Mais de toute façon, si c'était le projet caché de François Legault, ben, je pense qu'il se réserve de très mauvaises surprises. Là, hein. Son parti est menacé d'éclatement. Il ne peut pas aller tellement loin dans son désir nationaliste, souverainiste, disons. Alors donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est un peu curieux. Je ne crois pas que ça porte une signification particulière. Je pense que c'est à interpréter au niveau, sur le registre de la joute politique, de la scène politique. Si la CAQ ne s'est pas aventurée dans la repolitisation, comment peut-on repolitiser l'identité québécoise dans un contexte du caquisme triomphant? Est-ce que c'est les intellectuels qui peuvent jouer ce rôle-là? Est-ce que la repolitisation passerait, comme Étienne-Alexandre Beauregard l'affirme dans le schisme identitaire, par une nouvelle sorte d'émancipation, celle des mythes de la Révolution tranquille, la Grande Noirceur, l'homme nouveau québécois, pour finalement assumer pleinement notre passé et en finir avec la mauvaise conscience? Mais il y a plusieurs registres à cette question-là. Il y a le registre proprement académique, intellectuel. Vers quelle réflexion on s'achemine? En quoi cette réflexion-là sur le national peut alimenter
un sursaut, un quelconque sursaut souverainiste. Ça, c'est un registre. Il va s'écrire encore beaucoup de choses sur la question nationale québécoise dans les prochaines années. Quelle est la pénétration, l'incidence de ces écrits-là, de cette pensée-là, cette pensée du national? J'ai de plus en plus l'impression qu'elle fonctionne en cercle fermé, c'est-à-dire qu'elle alimente un débat entre intellectuels, mais qu'elle a peu d'impact concret sur la vie des gens, qui, eux, vivent leur québécitude autrement, de manière beaucoup plus dans la vie ordinaire. Et je pense pas que ça va se jouer là. Maintenant, le problème, c'est le suivant, c'est-à-dire qu'un sursaut nationaliste et souverainiste est de moins en moins probable au fur et à mesure que se déploie la dynamique dont j'ai parlé. C'est-à-dire que au fur et à mesure que la société va se fragmenter, va se diversifier, avec les effets positifs que j'ai évoqués, qui sont certains, va s'étioler le projet national, qui va perdre en pertinence. Autrement dit, il y a une fenêtre historique qui est en train de se refermer. Cette fenêtre qui avait ouverte la Révolution tranquille, toute grande, la possible émancipation politique du peuple québécois. Cette fenêtre-là, elle se referme doucement, non seulement en raison de l'indifférence ou de cette espèce d'idée de permanence. Alors, au fond, rien ne peut vraiment nous arriver de si terrible. Elle se referme parce que nos sociétés se transforment au point où toute revendication collectiviste de grande envergure, nationaliste, deviennent suspectes. Apparaissent comme le contraire de la démocratie. La démocratie, c'est l'affirmation du minoritaire, l'affirmation du sans-voix, de l'opprimé. Mais l'opprimé sous plusieurs formes. Là. C'est ça la démocratie véritable. Alors, quand le nationalisme s'avance sous les oripeaux de la démocratie, bien, il est immédiatement suspect, on dit. La démocratie, la nation. La nation, pourquoi? Pour écraser les minorités, la nation pour parler au nom de ceux qui ne se réclament pas d'elle, la nation pour imposer une langue à tout le monde, la nation pour imposer le cégep français, la nation pour congédier des femmes qui portent le voile à l'école. C'est ça la nation? Bien, c'est le contraire de la démocratie. C'est ça qui est en train de s'installer dans nos sociétés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut l'expérimenter tous les jours. Se dire nationaliste, c'est s'auto-incriminer. C'est presque de faire un aveu « Ah, t'es nationaliste ». Toi, les minorités, tu considères qu'elles doivent prendre leur trou, là, et puis c'est tout. Et là, on se défend. On dit, non, 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 non. Le nationalisme, il peut être très ouvert, bon, inclusif et tout ce qu'on... Le fait est que ça n'a plus l'évidence de jadis, être nationaliste. Et le souverainisme, la souveraineté du Québec, n'a plus non plus ce caractère, non pas d'évidence, mais d'objectif vraisemblable et légitime qu'elle avait dans les années 70. Aujourd'hui, la souveraineté du Québec, c'est pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? À quel prix aussi? Donc, elle vous semble plus possible? Je dirais de manière plus nuancée qu'elle me semble de moins en moins probable. Oui. Je pense que le temps joue contre elle. Dans les années 60 et 70, le temps jouait pour la souveraineté. On se dirigeait vers cela. C'est un rendez-vous manqué avec l'histoire. La souveraineté, on aurait dû la faire en 1980, au moment où la mémoire de l'oppression est encore présente. Au moment où le passé de domination anglo-canadien est encore ressenti. À l'époque où des gens comme mon père devaient parler anglais au travail.
français, c'était pour la tribu à la maison. Ça, c'était l'époque. Et à ce moment-là, une oppression vécue, ressentie, était un moteur d'émancipation, hein, alimentait cette volonté d'émancipation. Bien, cette fenêtre-là, on l'a ratée en 80, pour un ensemble de raisons d'ailleurs qui ne sont pas mystérieuses, mais on l'a ratée. On l'a raté à nouveau en 95 avec un coût très élevé. Très élevé. On ne s'est jamais remis de cette défaite-là. Et aujourd'hui, la société se transformant, comme je l'ai indiqué, bien, la fenêtre se referme. Et on arrivera bientôt au moment où l'idée même de souveraineté du Québec aura peine à avancer ses arguments légitimes. Pourquoi? Pourquoi? Les jeunes de premier cycle à qui j'ai eu le bonheur d'enseigner ne sont pas hostiles à la souveraineté du Québec. Ils ne sont pas hostiles. Ils sont seulement dubitatifs ou un peu indifférents en disant mais pourquoi pas? Oui. Oui, oui. Moi, s'il y avait un référendum, je voterais sans doute oui. Mais ils ne feront pas un centimètre de plus. Là. Hein, parce que, ma foi du bon Dieu, on vit notre vie, puis on a des préoccupations pour l'environnement, on s'inquiète pour nos amis racisés, on est contre le profilage racial, on critique la police, toutes ces revendications qui sont toutes légitimes, tous ces enjeux qui sont importants. Mais là-dedans, la question de la nation québécoise. La fenêtre se referme, très bien. Est-ce qu'il y a un espoir, qu'il y ait un contexte qui puisse favoriser un sursaut nationaliste au Québec? Bien, le vieux Marx disait qu'il ne fallait pas faire bouillir les marmites de l'histoire, mais on ne sait pas. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui pourrait se produire? On verra bien, tout est possible, mais cette image de la fenêtre qui se referme, là, elle demeure. Hein? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va en falloir beaucoup. Regardez, par exemple, hein, les paris sont ouverts. Comment on va réagir quand la Cour suprême va invalider la loi 21 et ou 96, en tout ou en partie? Comment les Québécois vont réagir? Bien, vous avez des intellectuels au Québec qui pensent que le sursaut nationaliste des souverainistes va arriver de là. Tellement insulté, tellement brimé, que l'appartenance au Canada ne sera plus possible. Et là, la question de la souveraineté va se reposer véritablement. Ça, c'est une analyse qui n'est pas invraisemblable, à laquelle, cependant, je n'adhère pas. Moi, j'ai l'impression que nous avons atteint un degré d'indifférence molle qui va faire en sorte que, même lorsque la Cour suprême va invalider ces lois en tout ou en partie, après la colère après un moment de colère important, de frustration collective très grande, je pense que les choses vont rapidement tomber en place et qu'on va reprendre notre train-train habituel. Si, par exemple, la Cour suprême invalidait la loi 21 seulement en ce qui concerne les enseignants, le volet enseignant, les Québécois vont vous dire oui, mais on n'a pas tout perdu. Les policiers, juges, gardiens de prison, la loi s'applique à eux. On n'a quand même pas tout perdu. Ce serait encore une fois une posture défensive. On dirait, bon, on s'est défendu, on a fait ça, ça a plus ou moins fonctionné, mais c'est comme ça la vie. Moi, je ne m'attends pas à un sursaut nationaliste et souverainiste très fort. J'espère me tromper. La fenêtre se referme, mais nous, on espère que vous n'allez pas arrêter d'écrire pour autant. Travaillez-vous à un prochain livre? Tant que la fenêtre est ouverte, il faut continuer à travailler. Oui. Oui, je me suis attelé à un nouveau livre qui est encore dans ses premiers instants de production. Je voudrais m'attarder au monde canadien-français d'avant 1960. Non pas
pour en appeler la résurrection, La vocation agricole. la vocation agricole ou le retour du cardinal Léger, Ouais. mais pour essayer de travailler sur son auto-représentation en dehors de ce qu'on sait déjà amplement, là, le catholicisme, le conservatisme. Je veux sortir de cette ornière-là, de toute façon, qui était un sillon qui a été creusé abondamment. On a beaucoup d'excellentes analyses de cette question-là. Je voudrais prendre ça autrement. Et là, c'est une question de créativité. Ça sent bien. Monsieur Beauchemin, merci d'avoir accueilli le collectif Option Québec chez vous si généreusement. Ça a été un plaisir. Merci.